Ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation globale du projet et de pouvoir vous donner quelques éléments qui vous permettent de vous projeter dans ce projet-là. Et on se réservera bien sûr un temps à la fin, vers 14h10, pour que vous puissiez partager à la fois vos réactions, vos interrogations, même si vous êtes d'horizons très différents. Ça peut être intéressant de partager ce que suscite cette découverte d'Essaim. Alors, Essaim, je vais commencer par vous présenter la raison d'être d'Essaim qui s'affiche, vous le voyez à l'écran. C'est bien de garantir l'employabilité de tous les individus que nous sommes, de 16 à 67 ans, par l'intégration d'une démarche unique de développement des compétences, une démarche qui se veut scientifique, pluridisciplinaire et collaborative. Et cette démarche, l'idée, c'est de l'intégrer dans tous les dispositifs de formation professionnelle, qu'ils soient courts, qu'ils soient longs et quelles que soient leurs caractéristiques. Et ça, c'est un label effectivement d'efficacité de la formation. C'est d'abord une innovation qui est née en juin 2021, donc on va bientôt fêter les 3 ans de l'émergence d'Essaim, une innovation pour la formation professionnelle qui a été développée dans le cadre de France 2030. Essaim, c'est aujourd'hui une démarche unique de développement des compétences indispensables pour les métiers d'aujourd'hui et de demain. On a l'habitude de dire pour les métiers de demain, mais ça y est, nous y sommes pour les métiers d'aujourd'hui. Et Essaim, c'est une opportunité pour renforcer l'efficacité de tous les efforts qui sont portés par les acteurs de l'écosystème emploi-formation au sens large. Si on revient sur effectivement en quoi Essaim est une innovation pour la formation professionnelle, je vous partage quelques constats et partis pris qui ont été à l'origine d'Essaim. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un enjeu qu'on connaît et qu'on touche du doigt quotidiennement, qui est celui du développement des compétences transférables qui sont portées par différentes organisations, qui sont énoncées dans différents travaux. Par contre, il n'y a pas de consensus sur la manière de définir ou de nommer ces compétences-là. On nous parle parfois de soft skills, on nous parle parfois de compétences transverses, de compétences psychosociales, de savoir-être professionnel ou encore d'habiletés socio-cognitives. Et donc, on voit bien qu'il y a un fouillis dans les différents référentiels qui émergent sur les travaux qui sont partagés. Et puis, le deuxième élément important à l'origine des seins, c'est que aujourd'hui, les modèles d'évaluation, d'acquisition des compétences, manquent un peu de robustesse. On le voit, il y a souvent d'ailleurs une confusion entre ces fameuses compétences transférables et des traits de personnalité. Et c'est de cette manière-là que Essaim est né. Essaim est né en fait pour répondre à un appel à projet qui s'appelle Definum, qui a été lancé en juin 2021 par le Haut Commissariat aux compétences et dont l'intention était de moderniser l'appareil de formation. C'était un appel à projet qui était à destination de tous les acteurs de l'écosystème formation et qui disait finalement l'enseignement dans les sciences cognitives, l'arrivée du digital font que nous devons capitaliser sur tous ces éléments pour moderniser notre appareil de formation français et nous permettre de rester avec un niveau d'offre de formation à la hauteur des ambitions et des attentes des différentes organisations. Pour répondre à cet appel à projet, il y a une multitude d'acteurs qui se sont bien sûr positionnés avec parfois des solutions existantes, parfois des dispositifs, des solutions innovantes qui parfois étaient complètement digitales. Et en fait, il y a un consortium qui s'est créé en juin 2021 qui regroupe Humans Matter, le Lab RH, Collectif ZEB des France Apprenantes, un consortium qui, réunissant ces 4 organisations, avait le sentiment d'apporter des expertises à la fois en sciences cognitives, en innovation pédagogique, en connaissance du monde RH et en maîtrise des solutions EdTech. Et ce consortium s'est réuni en disant finalement, on ne va pas apporter une baguette magique, une énième solution pour répondre à ces enjeux de modernisation de l'appareil de formation. On va créer une dynamique, un nouveau système, un nouveau commun, un projet innovant qui va permettre de co-construire
et d'essaimer une démarche pédagogique unique, nouvelle, qui intégrera dans tous les dispositifs d'apprentissage le développement des compétences transférables. On va en faire un cœur de pédagogie pour les dispositifs de formation existants. Et l'objectif d'Essaim, c'était de dire effectivement, c'est une réponse à un appel à projet et la demande de la Caisse des dépôts et consignations qui pilote ces projets nous a demandé de pérenniser la proposition de valeur que nous faisions avec Essaim, avec un objectif de déploiement du label en 2026. Donc, c'est un projet qui est né en octobre 2022, qui a démarré en octobre 2022 et dont la fin sous le format projet sera en octobre 2025, donc avec cet objectif de pérennisation au-delà d'octobre 2025 avec le déploiement du label Essaim. Alors, l'ambition Essaim, c'est effectivement de devenir un label qui va garantir aux apprenants l'efficacité de l'action de formation dans laquelle ils s'engagent, efficacité sur leur employabilité durable. C'est donc un label qui va permettre d'engager et de rassembler l'ensemble des acteurs de la formation autour d'une démarche, de cette démarche unique et efficace. Et vous allez le voir, l'efficacité est vraiment au cœur du projet Essaim. Alors, quelles sont les innovations d'Essaim? Qu'est-ce qui caractérise Essaim? Eh bien, il y a deux éléments clés. Le premier, c'est que pour répondre aux évolutions des métiers d'aujourd'hui et ceux de demain, l'innovation majeure qui a été posée dans Essaim était d'activer une approche pédagogique scientifique qui permet d'aller travailler, d'aller développer l'agentivité des apprenants. L'agentivité, c'est ce sentiment d'être auteur, le sens de jeu. Je ne suis pas juste acteur d'un scénario qui a été écrit pour moi, je suis auteur de ce que je fais, je prends des décisions en pleine conscience et donc je pilote mon développement également. Deuxième innovation, c'est de co-construire et de faire vivre un système d'apprentissage efficace et collaboratif qui dépasse finalement les intérêts d'un prestataire ou des membres du consortium en l'occurrence, et donc de viser une modernisation et une transformation qui soit beaucoup plus large et qui soit durable. Et donc le système qui est proposé dans Essaim, c'est un système qui se développe avec la diversité des projets, avec la démultiplication des expérimentations, et c'est un système qui se renforce et qui se renforcera par la mutualisation des différentes pratiques pédagogiques de l'ensemble des acteurs. Une fois que je vous ai raconté comment Essaim était né et en quoi c'est une innovation pour la modernisation de l'appareil de formation, peut-être faire un petit zoom sur cette démarche unique de développement des compétences qui sont indispensables au métier d'aujourd'hui et de demain. Les piliers de cette démarche, quels sont-ils? Il y en a deux. Le premier, c'est pour répondre aux évolutions des métiers de demain, on capitalise dans Essaim. Alors, je vous l'ai dit, on a démarré en octobre 2022, hein, donc on a 18 mois. Les 6 premiers mois ont permis vraiment de poser ce modèle de développement de l'individu issu des recherches en sciences cognitives et sociales. Et depuis un an, on démultiplie les expérimentations pour venir le consolider. Ça veut dire quoi ce modèle de développement des compétences centré sur l'humain pour répondre aux besoins actuels et futurs des métiers? C'est d'un côté un modèle de développement qui met au cœur de sa pédagogie la capacité d'agir. Donc on a vraiment un socle scientifique qui s'appuie sur plusieurs théories majeures du développement humain et qui les rassemble pour finalement permettre de développer cette fameuse agentivité et la prenance des bénéficiaires. Et puis, un autre élément de cette approche unique des développements des compétences, c'est un modèle de la capacité d'agir, un modèle qui se veut ouvert et qui permet d'aborder et d'adapter le développement des compétences transverses dans chaque dispositif d'apprentissage. Deuxième élément de ce modèle-là, c'est une évaluation qui n'est pas centrée sur la satisfaction, mais bien sur l'efficacité. Et pour ce faire, on prend appui sur un protocole scientifique. Donc, on détermine des hypothèses d'efficacité qui deviennent le point de départ de la conception et de l'animation du dispositif d'apprentissage pour vraiment aller agir durablement sur
ces fameux comportements que nous cherchons à observer et qui nécessitent d'aller travailler sur des capacités bien plus en profondeur, plus sous-jacentes chez chacun des individus. Et pour ce faire, on a des outils psychométriques qui sont validés, qui sont issus de la recherche scientifique, qui vont nous permettre d'aller évaluer l'ensemble des variables du modèle de la capacité d'agir, le modèle de la capacité d'agir reposant à la fois sur l'agentivité et étant nourri par un deuxième pied qui est le sentiment d'efficacité personnelle, qui sont des concepts, des approches, des théories qui sont connues, qui existent depuis des années issues de la recherche et qui, en fait, mises ensemble, on voit qu'elles ont un intérêt puisque ce sentiment d'efficacité personnelle va aller nourrir l'agentivité, notre sens de l'agentivité, qui lui-même va nourrir ce sentiment d'efficacité personnelle. Et donc, on va intégrer le protocole d'évaluation dans l'expérience d'apprentissage de l'apprenant pour qu'il puisse justement identifier les facteurs qui facilitent, favorisent ou freinent le développement de sa capacité d'agir et donc le développement de cette agentivité. Deuxième pilier de la démarche ESSIN qui répond à cet enjeu de co-construction et de faire vivre un système pérenne qui dépasse des intérêts individuels d'organisation, c'est un modèle d'innovation collaboratif. Ce modèle d'innovation collaboratif, il se traduit déjà par une démarche d'innovation qui se veut mutualisée. On a un commun qui est co-construit dans le cadre d'ESSIN, qui est évolutif, bien sûr, et qui permet d'aller centraliser, d'aller mutualiser et valoriser à la fois des ressources issues de la contribution de toutes les personnes qui sont engagées dans ESSIN, donc que ce soit des parcours, des objets cognitifs, des outils de conception pour outiller justement ce changement de mindset dans la manière dont on définit des activités dans un dispositif d'apprentissage à partir d'hypothèses d'efficacité. On a dans ce commun également des compagnons qui viennent enrichir l'expérience d'apprentissage, qui peuvent être des solutions qui viennent compléter l'expérience. Et puis, on a l'observatoire qui, là, va nous permettre de mesurer, d'évaluer, de surveiller l'efficacité des dispositifs issus des SAIN. Et puis, dans cette démarche d'innovation mutualisée, bien évidemment, il faut qu'il y ait un équilibre dans la valeur perçue et reçue par chacun des acteurs. Donc, il y a un modèle économique qui permet de pérenniser la dynamique collective et collaborative en rétribuant les contributeurs de ce commun par le financement de ceux qui en bénéficient. Et puis le deuxième aspect de ce modèle d'innovation collaboratif, c'est l'écosystème collaboratif. C'est de dire finalement, plutôt que de rester enfermés chacun dans nos silos et d'essayer de transformer à la hauteur de notre écosystème, eh bien, on va mutualiser et renforcer la dynamique collaborative pour finalement trouver ensemble les meilleures solutions. Et donc, dans cet écosystème, on a des casquettes qui peuvent être parfois portées par une même personne ou une même organisation. On a des ambassadeurs qui sont généralement des organisations qui sont mobilisées pour engager, sensibiliser leur propre communauté et permettre de guider finalement les actions du collectif ESSIN avec cette ambition, cette raison d'être qui est d'aller garantir l'employabilité durable de tous les apprenants quand ils bénéficient d'un dispositif de formation. On a des essaimeurs qui sont des personnes, généralement, qui sont ancrées dans des écosystèmes territoriaux, des écosystèmes formation territoriaux, qui sont des personnes qui sont formées pour s'approprier justement le modèle de développement, qui sont outillés dans cette manière de concevoir les dispositifs. Et ce sont des personnes qui vont à la fois faire émerger, créer, voire piloter en autonomie des dispositifs d'apprentissage qui vont être rénovés, puisqu'apportant cet angle et cette hybridation souhaitée qui est à chaque fois, quel que soit le dispositif, d'aller renforcer ces compétences transverses. On a des formateurs, des designers qui sont des personnes sensibilisées, outillées et accompagnées pour enrichir leur pratique au quotidien grâce au commun des SAIN. Et enfin,
et c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, on a des partenaires qui sont des organisations, que ce soit des organisations privées ou publiques de formation, qui sont engagées pour rénover leurs pratiques de conception, d'animation, leurs dispositifs, et ainsi participer à la dynamique collaborative qui est insufflée dans ESSA en partageant leurs retours d'expérience et, pour certains, en valorisant dans les communs les ressources issues de leur travail d'investissement pour rénover leurs dispositifs. Pour vous donner un rapide aperçu de cet écosystème collaboratif au 1er avril, on a aujourd'hui 50 SMER, 50 personnes qui se sont investies, à qui nous avons offert un parcours de développement. Certains sont encore dans ce parcours de développement. 50 SMER qui se sont investis en plus de leur casquette d'ingénieur pédagogique, de consultant, de directeur de programme dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs, pour justement s'approprier ce modèle et aller transformer, vous voyez, sur les territoires dans lesquels ils sont. Et puis, on a des partenaires qui sont des acteurs avec lesquels on a co-construit, co-designé, co-déployé des dispositifs qui intègrent ce modèle de développement issu des sciences cognitives et sociales, qui vont aller travailler sur la capacité d'agir des individus, en plus d'aller travailler sur des objectifs de développement de compétences techniques, métiers parfois. Ces piliers-là, en fait, ils nous permettent tout simplement de proposer des dispositifs de formation, que ce soit aux financeurs publics ou privés, des dispositifs de formation qui sont rénovés, qu'on peut mesurer, dont l'efficacité est renforcée pour les apprenants dans la durabilité de 16 à 67 ans, puisqu'on est sur la formation professionnelle. On a démarré en octobre 2022 avec ESSA. On a encore 18 mois pour finaliser ce label ESSA. Et c'est vrai que l'année 2024 est complètement centrée sur la démultiplication des terrains d'essaimage, tout simplement pour aller éprouver ce modèle de développement des compétences et ce modèle d'innovation collaboratif dans différents environnements. On a des territoires qui s'engagent, on a des types d'organisations avec plutôt des étudiants, on a des acteurs de l'emploi ou de l'insertion qui sont engagés et qui nous permettent d'aller adapter, tester ce modèle auprès de différents publics. Et 2024, c'est aussi démultiplier les terrains d'essaimage pour justement co-construire avec l'ensemble des partenaires qui s'engagent le modèle économique ESSA. Voilà sur ce que je pouvais vous raconter sur la démarche de développement des compétences qui est proposée par ESSA. Et je vous le disais en introduction, ESSA, c'est aussi et surtout, et c'est la raison pour laquelle on prend le temps d'animer ces webinaires pour faire découvrir cette approche et ce collectif, c'est une opportunité pour chaque acteur de pouvoir finalement mutualiser ses efforts, renforcer l'efficacité de ses propres actions pour soutenir justement le développement durable des compétences qui sont indispensables pour les entreprises et les organisations qui recrutent. Alors, ça veut dire quoi devenir partenaire? Devenir partenaire ESSA, on peut devenir partenaire ESSA tout simplement parce qu'on souhaite augmenter l'efficacité d'un dispositif, d'un parcours, d'une expérience d'apprentissage en fonction des environnements. On va nommer ça différemment. Et ça va devenir une ressource pour augmenter en tout cas la valeur de son dispositif en capitalisant sur les piliers que je vous ai présentés. Alors, on vous a mis quelques exemples d'ambition, d'intention, de transformation sur lesquels ESSA peut avancer, contribuer. On peut vouloir repenser l'expérience apprenant de son parcours, tout simplement pour renforcer l'efficacité des investissements et pour les apprenants eux-mêmes. On peut vouloir intégrer et hybrider un dispositif qui était jusque-là très centré sur des pratiques métiers, donc plutôt sur des hard skills, en étant conscient que la durabilité de l'employabilité passe par le développement de ces compétences transférables. Eh bien, on peut vouloir intégrer ce développement-là
dans son dispositif, donc hybrider son dispositif. On peut avoir besoin de valoriser l'impact de son dispositif de formation auprès de ses financeurs et de vouloir le valoriser au-delà d'une simple satisfaction, au-delà de simples indicateurs de progression ou d'intérêt, mais bien sur quelque chose qui est mesuré scientifiquement, qui nous apporte des éléments de preuve qu'on a réussi à travailler sur des capacités qui permettent d'avoir ces comportements observables qui sont énoncés et demandés par les entreprises. On peut avoir un modèle économique, répondre à un appel à projet et vouloir innover dans la manière d'accompagner certains publics, que ce soit des managers, des bénéficiaires du RSA, des étudiants. Et donc, Essin peut effectivement être aussi une ressource pour aller concevoir un projet innovant. Et donc, de cette manière-là, on vous a mis quelques exemples de la manière dont Essin peut aborder, travailler par rapport à ces différents exemples. Donc, pour repenser l'expérience apprenant, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on part des hypothèses d'efficacité pour aller définir les capacités à développer. Donc, on n'est plus sur des objectifs pédagogiques qui disent à la sortie des 2 jours, la personne sera curieuse ou saura faire preuve de curiosité. On va plutôt se dire si on souhaite qu'elle fasse preuve de curiosité, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur la flexibilité mentale de cette personne. Et donc, on saura que le parcours a été efficace si cette flexibilité mentale a été entraînée et a progressé. On peut également repenser son expérience apprenant en s'inspirant d'autres parcours qui ont été réalisés par d'autres partenaires qui étaient à destination de publics similaires. On a dans les écoles aujourd'hui des dispositifs pour révéler la capacité des étudiants à agir dans ce monde vis-à-vis des enjeux de durabilité. Donc c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut dupliquer, reprendre, capitaliser, et c'est aussi l'intérêt de Dessin. Pour hybrider son dispositif de formation qui était jusque-là métier, on va tout simplement retravailler sur une nouvelle combinaison d'activités qui vont permettre d'aller travailler sur les comportements observables. On va pouvoir aussi intégrer la mesure de la capacité d'agir et en faire une vraie séquence dans les parcours pour les apprenants, pour réfléchir à finalement qu'est-ce qui me permet au-delà du geste technique, d'avoir le sentiment d'être bien dans mon job, de comprendre les évolutions, de comprendre et d'interagir avec mon environnement, parce que effectivement, cette capacité d'agir, elle est renforcée quand on a pris conscience que le soutien social est un élément important et qu'on peut le développer, que le stress perçu peut impacter la manière dont on va gérer telle ou telle situation. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va intégrer comme des séquences réflexives dans le dispositif de formation. Pour valoriser l'impact des dispositifs, rien de mieux que de mesurer l'efficacité des parcours. Et on le voit là, les organisations publiques sont de plus en plus attentives à un retour sur investissement qui n'est pas juste la satisfaction des apprenants, mais bien sur qu'est-ce qu'on a réussi à renforcer durablement et donc ses capacités à pouvoir s'ajuster et changer de filière de métier. Donc là, on va pouvoir effectivement bénéficier de l'Observatoire et Essin pour intégrer la mesure d'impact dans tous ces dispositifs de formation. On va pouvoir aussi concevoir pour certains partenaires des protocoles sur mesure qui vont permettre d'aller spécifier des mesures, des variables à mesurer au regard des objectifs du dispositif de formation. Et puis enfin, quand on est dans la volonté de concevoir un nouveau dispositif de formation, Essin va être une ressource pour aller constituer une équipe pluridisciplinaire, donc aller se connecter à des professionnels, des experts qui vont venir enrichir mon approche et qui vont venir compléter mon expertise et la valeur que je pouvais apporter seule. Et puis, on va pouvoir aussi capitaliser sur des activités, puisque dans les communs, Essin propose un certain nombre d'activités dont on sait qu'elles sont efficaces pour aller développer certaines capacités pour adopter des comportements. Donc là, on va pouvoir intégrer certaines activités qui ont été éprouvées, dont
dont la mesure d'impact a déjà été mesurée, pour aller les valoriser dans ces solutions. Donc ça, c'est une manière de devenir partenaire S1, de vouloir travailler sur un dispositif, une expérience d'apprentissage, qu'elle soit existante ou qu'on souhaite la créer. Et puis, il y a aussi des partenaires qui s'engagent parce qu'ils veulent embarquer leur collectif, alors collectif d'ingénieurs pédagogiques, généralement dans des organismes de formation, publics ou privés. Et l'idée, là, c'est de pouvoir transformer les pratiques, de changer notre façon d'envisager le dispositif de formation en ayant en tête que, effectivement, si on met la capacité d'agir au cœur de la pédagogie, eh bien, ça transforme à la fois la manière dont on conçoit les activités et la manière dont on anime ces activités-là. Et donc, Essin peut également être une ressource qui va répondre à ces enjeux de transformation. Alors, on vous a mis deux exemples. On a des partenaires qui veulent challenger le fameux référentiel existant dans leur organisation avec ces soft skills qui finalement ne sont que des comportements observables. Donc là, l'idée, ça va être d'aller mettre en perspective le modèle de développement essaim et ses comportements observables cibles pour identifier ces sous-jacents, ces capacités que le parcours, que le dispositif qui sera proposé ensuite pourrait renforcer. Et puis, autre exemple, on peut juste vouloir upgrader, développer, renforcer les compétences d'équipe pédagogique. Et donc là, on déploie des parcours de développement qui vont être centrés sur l'appropriation de ce modèle de développement par la capacité d'agir. Qu'est-ce que la capacité d'agir? Comment effectivement ça se traduit en termes pédagogiques, à la fois en termes de combinaison d'activités et d'engagement des apprenants? Ce sont effectivement des projets qui nous lient à certains partenaires. Et pour conclure, c'est parfait puisque nous aurons le temps d'échanger, devenir partenaire Essin, on a fait un petit post sur la page LinkedIn du projet cette semaine où on retrouvait en fait les 4 bénéfices à être partenaire Essin, des bénéfices qui sont identifiés par nos partenaires eux-mêmes, qui sont, le premier, c'est finalement je rentre dans un écosystème collaboratif innovant. Donc, je ne suis plus seule et je suis vraiment dans cette démarche de mutualisation, que ce soit une mutualisation territoriale, avec des acteurs qui ont des expertises complémentaires aux miennes. Je capitalise sur des ressources mutualisées et des outils innovants qui sont proposés par Essin et qui sont centralisés, qui vont permettre d'augmenter l'impact de mes dispositifs pédagogiques. Devenir partenaire, c'est également activer ce modèle robuste, qui est un modèle scientifique de développement des soft skills. Donc, ne plus parler de choses vaporeuses, mais vraiment aller au cœur de ce qui peut être mesuré réellement et renforcé chez chacun des individus que nous sommes. Et puis, le dernier élément, c'est tous ces partenaires qui s'engagent là pendant les 3 années ont aussi le sentiment de co-construire ce futur label Essin, puisque Essin appartient à toutes les personnes qui s'engagent, quelle que soit leur casquette, ambassadeur, SMeur, partenaire ou facilitateur, puisque c'est grâce à tous ces éléments-là qu'on est en train de dessiner le futur label qui s'imposera au monde de la formation. Voilà sur ce que je pouvais vous raconter pour vous présenter le projet Essin. J'ai conscience que c'est beaucoup d'informations qui arrivent dans un temps assez record. Et donc, avant qu'on partage en live, et j'accueillerai avec plaisir vos feedbacks, vos retours, vos questions, ce que je vous propose, c'est juste de scanner le QR code parce que c'est intéressant que individuellement, vous puissiez poser ce que vous retenez de cette présentation, ce qui vous interpelle et ce que vous projetez avant qu'on puisse croiser ensemble vos interrogations et peut-être apporter quelques éclairages. Donc, je vous laisse juste 3 minutes pour répondre. Je crois qu'il y a 3 questions, 3 ou 4 questions qui nous permettent aussi de mesurer l'adéquation de notre présentation avec les différents publics qui se connectent. Donc, merci de prendre ce temps-là. Et j'arrête le partage.
Je vous laisse encore une minute et puis je vous propose de profiter de ce temps de connexion pour échanger et recueillir vos retours en live et vos éventuelles interrogations, même si après vous êtes d'horizons, d'environnements très différents, donc c'est toujours un peu complexe d'apporter des réponses génériques, mais avec plaisir pour celles qui voudraient partager en live leurs retours, échanger et profiter de ce temps que nous avons. C'est toujours le premier à se lancer qui est plus compliqué. Et ce Je peux serait y aller. dommage. Ah, super. Bonjour et merci beaucoup pour la présentation que vous venez de faire. Je peux peut-être resituer un tout petit peu mon contexte pour Avec plaisir. voilà donc je m'appelle Léonore Perrus, moi je travaille au sein de l'INSEP, c'est l'Institut national du sport. On est organisme de formation professionnelle. On s'adresse à différents publics. Ça va des sportifs de haut niveau jusqu'aux entraîneurs, staff technique des fédérations. On a des modèles de formation qui vont de 3 jours à 35 jours. Certaines formations qui sont certifiantes, certaines enregistrées au répertoire spécifique, au RNCP. On a des formations habilitées par le ministère. Donc, on a une variété de durées, de thématiques, puisqu'on a aussi différentes dimensions. Vous parliez des hard skills. On a des choses très, très spécifiques au champ du sport de haut niveau. Et on en a d'autres qui sont plus sur la dimension humaine, les soft skills, les compétences transférables. Voilà. Donc, on a une démarche qui peut être très variée en fonction des ingénieurs pédagogiques. Oui, pardon, je suis adjointe au sein du pôle et je bascule sur l'innovation et le développement. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que on a cette volonté de continuer à s'ouvrir un peu plus à d'autres domaines que uniquement celui du sport. Et donc, bah, moi, j'ai trouvé très intéressant la question de la mesure de l'efficacité, parce que c'est une question très importante chez nous, qu'on approche de manière assez fine via la partie certifiante. Pour les modules plus courts, c'est vrai qu'on est toujours parfois un peu dans des choses qui sont pas encore suffisamment précises à mon goût, enfin à notre goût à tous. Donc il y a cet enjeu-là qui nous parle énormément dans l'évolution de nos pratiques. On a aussi un enjeu de modernisation de certaines pratiques. On a des chefs de projet qui sont déjà très innovants sur certaines activités et sur leur ingénierie pédagogique. Et il y en a d'autres qui sont en mouvement. Voilà, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai encore des interrogations qui se manifestent plus sur l'opérationnalisation, c'est-à-dire comment concrètement ça se met en place si on devient partenaire. Voilà, quelles sont les étapes? Est-ce qu'on commence avec un ou deux collègues? Est-ce que c'est l'ensemble de l'équipe qui doit être embarquée? Enfin voilà, à ce niveau-là, c'est vraiment très pratico-pratique sur comment ça s'opérationnalise. Euh, Merci pour ce partage et merci pour cette question qui est de toute façon est la question qui, on est 8 autour de la table. Si quand je fais une présentation, il n'y a pas quelqu'un qui se dit ouais, so what? Et concrètement, c'est hyper intéressant, mais concrètement, comment ça se passe? Et en fait, c'est tout l'intérêt des seins, c'est qu'on passe par le mode projet. C'est-à-dire qu'on définit avec chaque acteur la manière dont il souhaite s'emparer de tout ou partie de ce qu'Essin propose. Et c'est ça aussi l'intérêt. C'est qu'Essin, c'est une proposition pour contribuer à la modernisation. On n'est pas tous au même niveau en termes de pratique, en termes d'outillage, etc. Donc l'idée, c'est de voir quels sont les besoins de chacun des acteurs et qu'est-ce qui va vraiment donner de la valeur et augmenter la valeur de sa proposition. Donc le très concrètement, c'est vous avez un projet. Soit c'est un projet qui va être plus sur euh, on va dire, du transfert auprès des équipes pédagogiques pour changer le mindset collectif, pour ensemble voir de quelle manière vous pouvez effectivement systématiser l'intégration du développement de la capacité d'agir dans tous vos dispositifs. Et donc, ça passe par l'appropriation de vos équipes pédagogiques qui, en s'appropriant le modèle,
vont pouvoir identifier de quelle manière elles vont pouvoir l'appliquer dans toute ou partie de vos dispositifs en fonction des contraintes que vous avez, hein. Vous parlez de certification, de durée. C'est eux les experts, ce sont eux qui connaissent votre environnement. Ça, c'est un premier angle. Deuxième angle, c'est de dire, on a un parcours court, long, peu importe. On a une expérience pour laquelle on cherche sans doute à transformer plus rapidement, ou en tout cas, il y a un besoin réel, il y a une cible qui est identifiée, ou il y a une typologie de parcours. Et là, on va rentrer dans une phase de design avec vous en disant ce sur quoi on peut capitaliser dans Essaim, qui va venir enrichir les réflexions que vous-même vous allez porter. Et ça va être de la co-construction entre des personnes qui sont déjà engagées dans Essaim et vos propres équipes. On est dans de la co-construction. Ce qui caractérise un parcours Essaim, c'est que la capacité d'agir est au cœur de la pédagogie. Ce qui caractérise un parcours Essaim, c'est que la mesure d'efficacité, on l'a tout le temps. Et que cette mesure d'efficacité, elle se fait avant le parcours, pendant le parcours, après le parcours, 3 mois après. C'est un protocole scientifique qui est appliqué. Après, en fonction du projet, de la cible, de ce qu'on va chercher à aller renforcer, parce qu'aujourd'hui, on réfléchit en termes d'objectifs pédagogiques, généralement, quand on conçoit des parcours. Là, on va chercher à réfléchir en termes d'hypothèses d'efficacité. On saura qu'on a été renforcer l'agentivité de vos bénéficiaires si quoi? Quels sont les comportements que vous cherchez à renforcer qui aujourd'hui font défaut pour des raisons et des indicateurs que vous-même connaissez? Et donc, on rentre en mode projet. L'intérêt, c'est qu'on a déjà pas mal de parcours qui ont été conçus, qu'on a des essaimeurs qui sont formés. Donc, quand je dis c'est Essaim qui se mobilise à vos côtés, en fait, on a toujours un chef de projet Essaim qui est issu jusqu'à maintenant du consortium, puisque ce sont les premiers à s'engager. Et après, les ressources qu'on mobilise, ce sont des acteurs qui se sont engagés dans Essaim. On peut travailler avec un partenaire, on peut travailler avec un essaimeur qui est en proximité, soit parce que connaissant le sport, etc. L'intérêt des ça, c'est qu'on va aller chercher dans cette communauté et qu'on n'est pas en train de servir les intérêts d'une seule boîte, on est en train de se dire on cherche à servir les intérêts de votre dispositif. C'est ça qui change la donne aussi. Est-ce que j'ai Très bien, répondu à votre merci. interrogation? Ouais, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Alors, il y a une question, je ne suis pas sûre de comprendre ni le sens ni les attendus. Laetitia, vous avez posté convention, point d'interrogation. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais là, votre micro est coupé. D'accord. Et là, c'est revenu? Oui. Ça marche pas très bien, je suis désolée. J'ai pas pu voir la présentation, je n'ai fait que vous écouter et je voulais juste saluer la clarté de ce que vous avez dit. J'ai presque vu les slides en vous écoutant. Je posais la question convention parce que comme on parle de partenariat et que voilà, je travaille déjà sur d'autres projets, d'autres consortiums, je voulais savoir si les partenaires que vous recherchez aujourd'hui feront aussi l'objet d'une convention. Alors, les partenaires, en fait, qui s'engagent dans Essaim, en fait, on a on a un cadre de collaboration qui est fixé, qui détermine quelles sont les ressources qu'on va mobiliser, le financement qu'il est possible de mobiliser de la part d'Essaim, d'autres financeurs, etc. Mais quand on s'engage dans Essaim, on ne signe pas une convention. Si on est formateur, si on est designer, demain, ça passera par l'abonnement à la plateforme. Quand on est essaimeur, les essaimeurs, les 50 premiers essaimeurs qui se sont engagés, on leur a offert le parcours d'appropriation du modèle et du label. Et donc, eux ont signé une convention d'essaimage, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à essaimer sur leur territoire et à accompagner les projets qui pourraient capitaliser sur leurs expertises. Mais sinon, Essaim est une ressource. Ce n'est pas quelque chose qui nous lie spécifiquement. Vous parlez de consortium. Aujourd'hui, Essaim est mis en avant
dans des réponses à projets qui sont faits, soit dans le cadre du plan régional d'investissement dans les compétences qui sont en train de repartir, soit dans des appels d'offres pour des OPCO, donc sur des branches et des métiers spécifiques. Et ça est mis en avant dans le cadre du consortium avec d'autres acteurs, mais c'est un label qui est mis en avant. Et ça n'est pas une entité juridique. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations que vous souhaitez partager à l'occasion de ce temps d'échange? Oui, bonjour. Bonjour, pardon. Je suis Bonjour. Virginie Gavel. Bonjour. Je voulais savoir le parcours d'appropriation dont vous parlez pour former les essaimeurs. Il dure combien de temps et quel est le rythme et voilà. Alors, le parcours, il dure entre 8 et 9 mois, tout dépend à quel moment il a démarré. D'accord. C'est un parcours qui est séquencé en 10 séances distinctes. On en a 8 qui durent 3h30 et 2 qui sont de 6 heures. La moitié est en présentiel, la moitié est en distanciel. Et entre les séances, il y a à la fois des défis d'essaimage et des prérequis pour accéder à la séance suivante. Ce sont des séances qui sont des sources d'inspiration. Encore une fois, hein, et c'est tout le positionnement du projet. On n'est pas là dans une posture haute à dire on a une baguette magique. On est là pour ouvrir et étendre et se renforcer collectivement. Donc, on a des séances on a bien évidemment une séance sur la capacité d'agir, ce fameux modèle qu'on a proposé et qu'on a posé dans Essaim, qui est vraiment l'assemblage de théories que vous connaissez sans doute les uns et les autres, mais juste de les mettre en lien nous permet vraiment de voir les effets sur l'efficacité pour les individus. On a une séance sur le design cognitif pour justement repenser la manière dont on conçoit des parcours, des dispositifs d'apprentissage. On a une séance sur la sociodynamique, comment embarquer avec nous des collectifs dans ces transformations. On le sait, hein, la transformation, ce n'est pas quelque chose de spontané. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit il faut innover dans le monde de l'apprentissage que vous avez tous vos formateurs et tous vos ingénieurs pédagogiques qui disent youpi, c'est trop bien. Et on ne parle pas que d'outillage. Donc, c'est comment, quand on s'embarque et quand on veut embarquer une communauté avec soi dans cette transformation, comment on crée sa stratégie des alliés, sa carte des partenaires, des choses basiques, mais qui permettent justement d'aller au bout de ces projets de transformation. On a une séance où on est vraiment sur les points d'attention par rapport aux opportunités et aux faiblesses du système de formation actuel, comment on peut faire émerger des projets en tenant compte des contraintes, des attendus, que ce soit les financeurs, les recruteurs, quelles sont les collaborations qu'on peut mettre en place pour arrêter de juste être dans la coopération, parce qu'aujourd'hui on est dans la coopération, on est rarement dans la collaboration. Donc voilà, on a des séances qui doivent donner des clés et qui permettent ensuite de l'appliquer dans son propre écosystème. L'objectif, c'est d'avoir un projet qui émerge à moitié du parcours et qui permet de mettre en application. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations que vous aimeriez partager? Ou est-ce que vous voulez gagner 10 minutes sur vos agendas? Et dans le monde actuel, c'est pas du luxe. Moi, j'ai une petite question encore. Si demain, je souhaite aller un petit peu plus loin en lien avec mon organisation, etc., ça se passe comment? On reprend contact avec vous, on échange. D'un point de vue financier aussi, je ne sais pas trop comment les choses s'organisent. Alors, on se parle gratuitement. Ça, c'est bien. Ça, c'est un truc super. C'est qu'on se parle gratuitement. Ça ne coûte rien. On a toujours le plaisir de découvrir d'autres univers, de croiser nos regards sur des problématiques. Et cet échange nous permet de définir l'opportunité ou pas pour vous par rapport à vos enjeux
de rejoindre Essin. Et une fois qu'on définit que oui, il y a une opportunité, que oui, il y a un projet, que oui, il y a l'intention de collaboration, que oui, il y a des financements, eh bien, on construit un budget. Et donc, l'intérêt là de s'embarquer avant octobre 2025, c'est qu'il y a une partie des coûts associés à la mobilisation d'un SMR, etc., qui peuvent être pris par Essin. Et puis, il y a des outils qui pourraient être fabriqués spécifiquement et qui en fait existent déjà et qu'on va vous proposer de réutiliser, par exemple. Ok. Très bien. Donc Merci. effectivement, le premier élément, c'est cette présentation, c'est vraiment faire une présentation très générique des contours de l'intention, de l'ambition et de ce qui est en train de se passer dans ce projet très ambitieux. Et après, c'est au travers des échanges et ce sont les projets qui fabriquaient ça en fait. Ouais. Et du coup, enfin, il m'a semblé dans le flot de la présentation que vous évoquiez différents profils. On est d'accord, enfin, vous avez parlé de manager, on peut être sur des projets qui concernent Aujourd'hui, on a des le top projets. management. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, Ok. on a des projets dans des entreprises privées, justement sur des dispositifs managériaux. On a des projets au bénéfice des bénéficiaires du RSA. On a des projets pour des étudiants dans des universités. On a des projets pour des étudiants dans des écoles privées d'ingénieurs. Donc, en fait, D'accord. c'est l'intérêt des SIN, c'est qu'en fait, on a jusqu'en octobre 2025 pour démultiplier les terrains sur lesquels on éprouve le modèle. Ok. Plus on a de terrain, plus on ajuste et plus on sera prêt en 2026, et la Caisse des dépôts nous le demande, à dire OK, ça s'adapte et on connaît le processus, les dispositifs pour pouvoir mutualiser facilement et que le système vive au-delà de nous. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Alors, je vais peut-être poser une question bête, mais du coup, Jamais. ce label, après, ça voudra dire quoi? Que une formation, un organisme de formation sera labellisé sain et donc, enfin, voilà, j'ai du mal à... Ouais, je vais vous prendre quelque chose normalement que toutes vous avez en tête, c'est Calliope. Bah voilà, c'est ça en fait. Parce que... Calliope, c'est super structurant pour le process. Ça a Mhm. aidé à améliorer les pratiques organisationnelles en termes de process. Et ça, c'est le label qui va sur le contenu. En fait, c'est le Calliope qui va sur le contenu et qui dit, bah, finalement, si on continue à avoir des objectifs pédagogiques qui disent, à la fin de la séance, j'aurai des managers curieux, on se plante. Et c'est pourtant ce qui se fait. Enfin, je prends un truc qui paraît dingo, mais on a aujourd'hui des objectifs pédagogiques. Si vous regardez les catalogues de formation des organismes de formation, quand vous vous dites en 2 jours, si vraiment les personnes sortent et sont capables d'avoir ces comportements-là, si on y croit encore, on se trompe. Donc, en fait, on dit, si on veut avoir des dispositifs de formation structurés, OK, il y a Calliope, il y a un référentiel qui aide, etc. Si on veut avoir des dispositifs de formation qui sont efficaces pour l'employabilité durable et donc qui vont aller travailler ces compétences transférables complémentaires à des compétences métiers, eh bien, il faut qu'on travaille sur le fond et il faut qu'on change notre manière d'envisager la conception et l'animation de nos dispositifs de formation. C'est pareil, la mesure aujourd'hui dans Calliope, si je prends un exemple, la mesure de satisfaction, vous avez vos participants qui disent c'était sympa, c'était pas sympa, l'animateur je l'ai aimé, je l'ai pas aimé, etc. La mesure d'efficacité dans les parcours récents, c'est je prends conscience de ce qui a freiné ou favorisé ma capacité d'agir, quels ont été les facteurs qui ont permis de se développer, et je ne réponds pas juste à un questionnaire, on en fait un outil réflexif, parce qu'on cherche vraiment à développer cette agentivité, que les individus reprennent confiance, soient autonomes et puissent identifier demain dans un autre environnement la manière d'activer les bonnes ressources. Donc, pour schématiser, Calliope, la forme, Essin, le fond. Merci, hyper clair. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations qui émergent?
Ou est-ce que vous allez raccrocher en vous disant tout est clair, j'aurais abordé tous les sujets qui m'intéressent? Je vous laisse alors profiter. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Si vous souhaitez suivre l'actualité dessin, on a une page LinkedIn, on a une newsletter qui sort chaque mois, qui donne à voir de ce qui se passe pour nos partenaires, pour nos SMEs, comment le projet se déploie, puisque ça aussi, hein, c'est un engagement, c'est de donner de la visibilité. Donc, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez qu'on prenne le temps d'un échange plus individuel, je suis à votre disposition. Très bon après-midi.